Salut YouTube, ici Pauline Léniaud, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast. Et je me frotte les mains aujourd'hui parce que c'est un épisode coup de cœur, une personnalité que peut-être vous ne connaissez pas et que j'avais envie de vous faire découvrir. Cette personne, c'est Manoëlle van der Varen. Alors pour tout vous dire, j'ai une histoire personnelle avec Manoëlle parce que ça fait plusieurs fois maintenant que je travaille avec elle. Manoëlle, comme vous allez le découvrir dans l'épisode, est directrice de création. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est précisément ce dont on a parlé dans cet épisode. Manoëlle est la personne avec laquelle j'ai travaillé quand on a fait la plupart des publicités Gémio, notamment le fameux chat rose Gémio, dont elle a imaginé tous les contours et qui a été le succès qu'on connaît aujourd'hui, qui nous a aidé vraiment à décoller en tant que marque de joaillerie. Donc je lui suis vraiment hyper reconnaissante. Dans cet épisode, on a parlé du parcours de Manoëlle, de son parcours d'abord dans les plus grandes agences du monde, où elle a gagné la plupart des prix du monde de la publicité. Tout ce qu'on peut gagner, elle l'a gagné, dites-le vous. Et puis ensuite, on a parlé de son expérience quand elle a décidé de créer sa propre entreprise, de devenir entrepreneur avec Animals, puis récemment de se lancer à son compte en tant que consultante. Et oui, Manoëlle est aujourd'hui à son compte et d'ailleurs si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn, je suis sûre qu'elle sera ravie de pouvoir collaborer avec vous. Cet épisode m'a plu et je vous disais c'est un épisode coup de cœur. Je remercie Manoëlle parce qu'en fait je trouve qu'elle s'est énormément livrée, elle s'est montrée à la fois honnête, vulnérable, touchante, enfin bref, moi personnellement j'ai eu un peu un petit choc pendant cet épisode, j'ai passé un super moment, en plus c'était plein d'humour, plein d'intelligence et donc vraiment je vous invite à l'écouter jusqu'au bout. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Manoëlle van der Varen. Salut Manoëlle! Bonjour Pauline. Je suis très, très contente. Ça faisait un moment, hein, qu'on fomentait, on peut le dire, cet épisode et je suis bien, bien contente de le faire avec toi puisque donc tu as travaillé à plusieurs reprises, avec Gemio, mais, tu as travaillé avec énormément de belles, belles marques et du coup, j'avais envie de comprendre un peu plus ton univers, le monde de la création et puis de faire découvrir peut-être aux personnes qui nous écoutent ton univers parce que je le trouve, assez fabuleux. Et si ça te va, ma chère Manoëlle, je me suis dit que j'aimerais bien commencer par faire une espèce de petite masterclass. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui sont des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, des marketeurs, peut-être des créatifs. Enfin, alors, les créatifs, ils doivent savoir a priori, mais qui, en fait, ne comprennent pas du tout ce que c'est que l'univers de la pub et notamment qu'est-ce que c'est qu'un directeur de création. Et en travaillant, en fait, sur toi, tu es donc directrice de création, je me suis dit, mais finalement, si on devait expliquer simplement, concrètement, il fait quoi le directeur de création? La directrice de création, elle fait quoi? Ben, je me suis dit que tu serais la meilleure personne pour me répondre. En 3 mots, ce serait un peu compliqué parce que ce serait me réduire. Mais ne le fais pas en 3 mots, tu sais, l'avantage du podcast, c'est qu'on a le temps. Il y a quelques années d'expérience pour affiner ça, mais je dirais que directrice de création, c'est, déjà on ne peut pas être directeur de création, en tout cas à mon sens, c'est un bon directeur de création si on ne comprend pas l'univers des marques. Mmh. Si on ne comprend pas ce que c'est qu'un territoire de marque et l'importance d'un territoire de marque. Qui peut évidemment, selon les marques et l'historique des marques, puiser évidemment dans l'ADN sans jamais perdre une notion de l'ADN qui me semble et qui semble être importante pour la marque et sur lequel après on va construire une notion d'avenir, une notion de vision, qui d'aujourd'hui, on le sait d'autant plus, qui n'est plus une vision gratuite, mais qui est une vision sociétale aussi, sur le monde, sur la façon dont on doit respecter le monde et les gens dans ce monde-là. Donc ça, c'est déjà la première partie. C'est-à-dire que si l'idée d'une création pour une marque n'est que c'est une simple idée qui serait qu'une simple bonne idée, Mmh. parce que, novatrice, tout simplement dans la tonalité, les émotions qu'elles font passer, si ça se réduirait à ça, je pense qu'on pourrait, dans ce cas-là, appliquer une idée créative à n'importe quelle marque ou plus Bah ou oui. moins à n'importe quelle marque. Donc c'est pas le sujet. Le sujet étant déjà d'avoir donc tous ces paramètres-là, de bien les définir ensemble avec, évidemment, la marque avec laquelle on travaille et ensuite en tant que directrice de création, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire qu'on cherche ensuite dans une plateforme de marque qui demande en général à projeter la marque par rapport à des envies, des intuitions qu'elle a et une vision qu'elle a envie d'avoir donc dans ce monde. On cherche à trouver une idée, ce qu'on appelle un insight créatif, sur lequel après on va, gentiment, travailler avec les créatifs
et essayer de leur donner des inputs. Alors, je peux bosser, travailler avec aussi des planeurs stratégiques qui sont en général bien spécifiques, qui savent, qui sont dans des univers bien spécifiques. Parce que par exemple, le luxe est un univers bien spécifique où c'est des gens qui ont l'habitude de travailler dans le luxe. Il y en a même spécifiquement dans la joaillerie et j'en ai fait Mmh. l'essai dernièrement. Et qui, avec eux, on cherche à mettre un périmètre et d'univers visuel et un périmètre de la façon dont on va parler. Mmh. Parce que évidemment, dans le luxe, il y a beaucoup d'univers visuels. Pourquoi? Et pourquoi d'ailleurs, du coup, tout d'un coup, je me suis à plus adorer et aimer le luxe? Alors, je t'avouerai et je peux le dire, c'est que, Gemio a été ma première patte. Je dirais, mon Ça, tu me premier fais un joli jeu de mots en plus là. et et c'est pas un hasard, on est d'accord. Ma première patte dans ce monde-là, avant, après, de m'expérimenter un peu plus sur d'autres marques, à travers, d'autres expériences que j'ai faites, c'est que l'univers du luxe a quelque chose de l'ordre de l'imaginaire, Mmh. de l'émotion, du croisement, d'un univers intérieur, tu vois, qui est extrêmement fort et donc dans une image qui ne dit rien, qui ne palabre pas, on va chercher les émotions qu'on a envie de trouver, Mmh. qui nous ressemblent et qui nous projette et qui projette du coup la marque et qu'on s'approprie parce qu'on va trouver dans cette sensibilité-là qui nous parle quelque chose qui vient faire écho à l'intérieur de un imaginaire et d'un monde dans lequel on a envie d'appartenir. Le directeur de création, après, travaille avec des équipes de créatifs. Donc, comme je le disais, donc on brief des créatifs. Et avec ces créatifs, on commence à travailler sur des concepts dans lesquels on va en retirer un qui viennent qui peut venir des créatifs, comme qui peut venir de moi, comme ça peut venir du planning stratégique aussi, ça peut des fois venir du client aussi. Enfin, il n'y a pas d'interdit à cet endroit-là, parce que l'idée, c'est de trouver quand même l'insight et le concept le plus juste par rapport à ça, par rapport à la marque. Et après, c'est de l'image. C'est-à-dire que l'interprétation de cette idée, de ce Mmh. concept-là, selon le créatif, devient un univers. Donc, on peut briefer, par exemple, 3-4 teams différents sur un concept. Ils vont vous faire des créations qui sont totalement différentes, mais au moins qui rentrent dans ce concept-là, qui rentrent du coup dans l'ADN de la marque, dans le besoin de la marque, puisque tout ça est en amont, a été détricoté, retricoté et condensé dans un concept sur lequel normalement on est censé ne pas se tromper. C'est-à-dire que quand on est d'accord sur ça, quand on a bien réfléchi sur ça, il est normal, quand on a intégré la marque et son univers, il est normal que normalement on arrive avec quelque chose qui fait mouche auprès du client. Après, c'est une question de sensibilité d'être, évidemment, de perception, d'où le fait qu'il est bien de travailler avec plusieurs créatifs parce que voilà, on peut tout à fait être un tout petit peu à côté de la plaque en termes d'émotion, en termes de précision, etc. Donc voilà un peu comment et mon travail est d'amener les créatifs à ça, d'affiner au fur et à mesure la création pour, à mon sens, en tant que directrice de création, donc responsable de ce qui va être présenté, créativement, soit ajusté au plus près de ce que je pense être, la demande et le besoin. Donc si j'ai bien compris, j'essaie de reformuler, mais c'est peut-être, maladroit, c'est en fait, c'est le directeur de création, la directrice de création qui a un peu la vision et qui, mâche quoi et comprend la marque, qui du coup en tire un brief créatif, qui sélectionne les créatifs parce que je peux imaginer qu'en plus entre, 1, 2, 3 créatifs, ils ont pas du tout donc tu fais exprès de choisir les personnes qui tu penses vont avoir à chaque fois un an exactement, de les faire travailler, de les challenger et ensuite, bah, probablement, d'en être responsable et donc au-delà de chapeauter l'ensemble du projet, de donner aussi ton insight et ton avis sur, ce que tu penses être, probablement la meilleure création, même si j'imagine que ça se fait avec le client, quoi. Et c'est un peu ça, si j'ai bien compris? Oui, oui, c'est si tu le résumes relativement bien, moi j'ai du mal à le résumer aussi simplement parce qu'il y a toute, tu vois, Mais ça cette se fait époque. par itération en Bah, c'est une plus. épopée quoi, tu vois? C'est ça qui est joli d'ailleurs et c'est ça qui est intéressant, tu vois? C'est que ça se fait pas aussi, rapidement que ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser arriver, il faut être, comme on dit, aware, tu vois? Il y a un truc de cet ordre-là dans, la captation des choses, la captation de la compréhension. Moi, je suis très attentive à la sémantique des mots utilisés Mmh. souvent dans les briefs.
Parce que j'estime que les mots utilisés, c'est souvent, une intention, mais c'est bien plus qu'une intention, c'est souvent aussi une énergie. Tu vois, les mots utilisés, la façon dont ils sont dits, la façon, dont on s'exprime, donne en général un sens à la façon dont on a envie de ressentir, donc le client aurait envie de ressentir ce qui lui serait présenté par après. Donc tout ça, c'est un travail quand même d'assimilation et en même Ouais. temps de synthétisation de tout ça, pour arriver à une synthèse la plus juste qui sera, au bout du bout, ce qui sera présenté en création. Mais je me rappelle parce que donc, j'en aurais parlé en introduction, mais on a travaillé ensemble à plusieurs reprises, donc à la fois sur le fameux chat rose, Gemio et puis aussi là dernièrement sur, la publicité qu'on a appelée Ballon. Et dans les 2 cas, en fait, je me rappelle que suite à nos discussions orales ou écrites, mais effectivement, toi, tu as vraiment une capacité à choisir certains mots que moi j'aurais pu dire ou mon équipe a pu dire, mais de manière un peu inconsidérée, tu vois? Sans forcément se rendre compte que c'est un mot important. Et toi, bam, c'est comme le laser si tu tu te dis: «Mais là, ce mot-là, en fait, il est clé», alors que je l'ai dit effectivement sans même m'en rendre compte de manière inconsciente et en fait, tu en tires ensuite, bah, tout un concept quoi, franchement. Et ça, c'est assez étonnant. Oui, oui, alors, c'est vrai que souvent quand il y a un mot comme ça qui surgit ou qui émerge comme ça, et que j'arrive à Je me attraper, rappelle, excuse-moi de t'attendre, mais avec, les ballons, je me rappelle très bien que tu as parlé du mot douceur, de la douceur, tu en as parlé. Bon, j'avais dû le dire si tu veux, mais c'était pas quelque chose, tu vois, qui était, pour moi quelque chose de fondamental et en fait, c'est à partir de ça, je pense que tu as réussi à imaginer en fait, ce qu'allait donner, la pub. ce qui allait donner en tout cas le ressenti émotionnel. Ouais, Mmh. c'est-à-dire que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je sentais ce besoin de féminité, tu vois, de sophistication et en même temps, en effet, de douceur, tu vois, de tranquillité. Ce qu'on appelle aujourd'hui et ce qu'on aime aujourd'hui dire être une sorte de beauté de manière de prendre la vie, si tu veux, Mmh. tu vois, qui s'inscrit aujourd'hui dans l'air du temps aussi. C'est-à-dire que, il y a aussi quelque chose comme ça qui est dans l'air du temps et tout d'un coup, tu as quelqu'un qui émet un mot et tout d'un coup, tu te dis: «Ah tiens, ce mot-là, si elle me le dit avec tout ce qu'elle m'a dit avant et après tout ce qu'elle m'aura dit après», tu vois? Tu te dis: «Mais ce mot-là, finalement, c'est ce mot-là Mmh. qui est l'émotion qui doit ressortir et qui doit jaillir de la création». En tout cas, c'est celui qui, lui, a envie de ressentir et lui a envie de prendre et en tout cas, je pense mieux qu'un client, qui mieux qu'un client peut connaître, sa clientèle, tu vois? Et être en harmonie, en accointance avec elle. Donc il faut pas, il faut arriver à écouter quoi et vraiment à se laisser imbiber comme ça, et c'est ce que moi j'aime aussi. C'est-à-dire que toute cette partie-là, tu sais, toute cette partie de cette discussion, je trouve elle est riche parce que je pars neutre moi. Quelque part à un endroit, je pars à vide, si tu veux. Je n'ai Mmh. aucune idée préconçue de ce qui va m'être dit, de ce qui va m'être demandé. Donc si je suis pas à un moment donné, comme une terre fertile, si tu veux, je vois pas, tu vois? Donc il faut vraiment avoir ce côté un peu humble, tu vois? Et qui est d'une grande richesse parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient, t'animer, tu vois? Et ça t'anime à l'intérieur et tout d'un coup, tu commences à ressentir, à voir un peu plus clair, tout ça se précise avant de pouvoir partager ensemble en disant: «Voilà ce que j'ai compris. Est-ce qu'on est d'accord sur ce que j'ai compris et ce que je ressens?» Et là, ça se reprécise éventuellement ou pas encore, tu vois? Et on peut avancer comme ça. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que ça va un peu à l'encontre, en tout cas de moi, ma conception avant de te connaître de ce que c'est qu'un un grand créatif, qui est que en fait, finalement, il y a un côté, éponge et tu parlais d'humilité et c'est drôle parce que je pense que franchement, dans l'inconscient commun, on se dit pas que des créatifs sont des gens forcément humbles. Au contraire, on se dit: «Bah non, le créatif, il a ses idées arrêtées, il a des convictions». Et ce que j'ai remarqué avec toi en particulier, c'est que tu arrives à jouer sur les 2. C'est-à-dire que oui, tu as des convictions et puis je peux vous dire, messieurs, dames, que si vous connaissez Manoëlle, elle a pas sa langue dans sa poche, elle dit ce qu'elle pense. Mais en même temps, tu as effectivement toujours cette envie, bah, de comprendre quoi et d'être à l'écoute. Et c'est drôle parce que, j'allais te poser la question, c'est quoi pour toi la différence entre un bon directeur de création et un grand directeur de création? Et je me demande et je serais curieuse d'avoir ton avis, si c'est pas justement cette, propension à avoir les 2 quoi, tu vois? À la fois les convictions et en même temps, cette écoute.
Alors je pense qu'il y a de ça, mais il y a pas que ça, aussi. Ça, je pense que je dirais, c'est la partie presque obligatoire théorique, si je peux mettre un mot dessus, à avoir. Je pense qu'il y a une autre notion, qui me semble être importante, il y a quelque chose. Le monde est vaste, en fait, on est bien d'accord là-dessus. Le monde est vaste, le monde est grand, les ressentis sont grands, les émotions sont grandes, tout est là et partout, absolument partout. Et c'est d'avoir cette capacité à ressentir tout et partout et à tout comprendre et à tout aimer. Mmh. À aimer tous les univers, à aimer toutes les manières de penser, toutes les manières de voir, parce que tu les comprends, parce que tu trouves qu'elles ont leur beauté et parce qu'elles t'enrichissent. Et je pense qu'à partir du moment où on a ça en plus, c'est là où, si tu veux, quand je te parlais je disais une terre, une espèce de terre fertile, mais tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tu es rempli de tout ça. Et tout ça te nourrit et te permet aussi de croiser tout ça pour arriver à des univers qui sont des univers propres à des marques, qui ressemblent à la marque, mais qui vont aussi puiser dans d'autres univers et dans d'autres façons d'être et de penser. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'universel quand même dans l'être humain, même s'ils sont sectorisés et extrêmement différents les uns des autres et qui vivent dans des mondes différents. Il y a quelque chose d'extrêmement universel dans l'être humain. Donc voilà, si tu vois, c'est toute cette alchimie-là qui fait qu'à un moment donné, quand tu as tout ça avec toi, que tu emportes tout ça avec toi, que tu laisses tout ça pénétrer, tu peux en ressortir quelque chose en fait de différent parce que tu n'enfermes pas déjà la marque Mmh. obligatoirement, tu vois? Et tu n'as pas une perception, fermée d'une marque, mais tu sens bien qu'une marque dans un monde aujourd'hui contemporain, elle ne peut pas faire autrement que d'exister dans la pluralité. Même si elle la redéfinit, cette pluralité, même si, tu vois, elle l'affine, même si, parce qu'il y a un moment donné, c'est une cible qui est bien plus proche, qui est plus proche d'elle, à qui il faut aller parler. Donc là, c'est une sorte de tonalité, je dirais qu'on mettrait, tu vois, une couche de tonalité d'univers visuel qu'on viendrait mettre, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'universel dans, je pense, à peu près toutes les créations. Bah, Noël, c'est quoi l'une de tes plus grandes, fiertés, professionnelles ou créatives? Alors, c'est très difficile pour moi de répondre à ça, parce que j'estime que chaque fois que en tout cas, à chaque fois, j'exagère peut-être, mais très souvent, surtout, à partir du moment où je suis devenue directrice de création et plus à mon compte, je dirais, dans la vie. Donc quand j'ai monté mon entreprise ou quand je suis consultante pour les marques, c'est je vais jusqu'au bout de là où je peux aller, dans ce que je pense être. Donc j'aime tout ce que je fais en règle générale. Des fois, j'ai des frustrations parce que le temps, l'argent ou une personne m'arrête, tu vois? Et je suis en état de frustration et j'apprends à vivre avec ces frustrations comme étant de toute façon quelque chose de commun. Et je m'arrête à cet endroit-là en me disant, je ne suis pas la toute puissante, ça ne m'appartient pas à moi toute seule, donc je me Mmh. satisfais de quelque chose à cet endroit-là. Mais je les aime, en général, je les aime toutes. Qu'elles aient eu des répercussions tonitruantes, tu vois, ou pas, j'ai de l'affect avec. Je comprends. Quand j'ai fait mes recherches sur toi, je suis tombée sur une phrase que j'ai bien aimée, parce que tu disais, que ton mot d'ordre, c'est que tu n'aimes te comparer à personne et je peux imaginer que c'est vrai pour te connaître un peu, mais en quoi est-ce que c'est si important pour toi et puis peut-être comment est-ce que tu t'es formulé ça? Alors, pourquoi c'est si important pour moi? Parce que déjà, ça m'ennuie de voir les gens être dans des cases, heu d'être enfermés en fait à des en tout cas, c'est ma lecture que j'en ai, si tu veux. Et moi, c'est comme si j'avais envie d'aller ouvrir la cage, tu vois? De disant: «Mais sors de cet endroit-là, mais c'est plus large que ça, c'est plus grand que ça, il y a plus de choses à voir, il y a plus de choses à ressentir, il y a à aller investiguer, il y a une curiosité qui doit être plus grande». Donc du coup, je suis avec ce sentiment-là, continuellement. Donc la norme, si tu veux, ou les normes sont, des endroits enfermants qui, à mon sens, évitent, alors peut-être inconsciemment, à certains d'aller s'explorer, eux-mêmes et donc d'être justement, oser être eux-mêmes et donc de ne se comparer à personne, tu vois? Parce que quand on arrive à ressentir les choses par soi-même et
qu'on arrive à toucher toujours des émotions nouvelles, qui ne correspondent qu'à ce qu'on a envie de ressentir ou en tout cas ce qu'on a besoin de ressentir, il y a quelque chose de l'ordre de la différence qui se crée, mais ce qui ne veut pas dire être soi-même, oser être différent ou ne ressembler à personne, ça ne veut pas dire non plus ne pas appartenir à un monde, dans Mmh. lequel on vit où les autres existent, mais c'est aussi piocher, quoi. C'est cette idée d'aller piocher, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la création, c'est aller piocher, plein de choses différentes chez plein de gens différents et plein de façons de penser et plein de façons de ressembler et donc de faire, son espèce de melting pot à soi quand même et qui fait qu'à un moment donné émerge quelque chose qui, finit par, à avoir un renvoyer quelque chose qui nous qui fait qu'on on se sent pas différent, mais on sent bien que on ne ressemble pas, on ne peut pas être calqué à quelqu'un d'autre et que l'autre personne ne pourrait pas être calquée à soi, en fait. Donc c'est ça, et si j'ai un mot d'ordre à donner, oui, c'est ça, ne pas chercher à ressembler, quoi. Oscar Wilde le disait très bien: «Les autres sont déjà pris», voilà, alors lui, il le dit magnifiquement bien et grandiosement, mais oui, c'est ça, en fait. Je me suis rendu compte que c'est vraiment ça qui est important. C'est ça qui fait la différence aussi. C'est ça qui fait que, on vient te chercher toi et qu'on vient pas chercher quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on vient, t'aimer pour ta différence, quoi, tu vois? Et pas pour ta ressemblance. Mmh. Même si tu peux avoir des endroits où tu ressembles, mais ouais. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que tu t'étais lancée à ton compte et effectivement, c'est le cas et d'ailleurs, nous, on a collaboré, c'est marrant, quand tu étais à ton compte et quand tu étais pas à ton compte, puisqu'à l'époque, du Charo, tu travaillais chez, BTC et en fait, je voulais t'en parler parce que du coup, tu as eu une carrière, quand même, assez dingue, où tu as gagné tous les prix, même pas qu'une fois, plusieurs fois, de du monde de la pub, en travaillant avec les plus belles marques, travaillant dans les plus belles agences et pourtant tu as décidé à un moment donné de te lancer à ton compte pour créer Animals. Pourquoi est-ce qu'à l'époque tu avais fait ce choix-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit: «Maintenant c'est bon, je le fais, je me lance»? Alors, la 1re grande raison à ça, c'est que j'étais face à l'évidence que j'étais bloquée dans un système interne. Alors quand je dis bloquée dans un système interne, je suis pas du tout en train de parler de plafond de verre, hein, je suis pas à Mmh. cet endroit-là. Je suis juste en train de dire que, il y a beaucoup de politique dans les agences, énormément de politique et je pense que, s'il y a bien quelque chose que je sais pas faire, c'est bien ça. Peut-être parce que ça m'intéresse pas, j'en sais rien, ou peut-être que j'en suis juste incapable, c'est tout à fait probable, hein. J'en en ai en tout cas, j'y mets pas l'énergie, ça c'est certain. Donc je préfère passer mon énergie à autre chose qu'à ça, donc à faire mon métier, et à essayer de creuser, ce qui me semble être important, c'est, chercher la création qui me semble être la plus juste, la plus intéressante, la plus novatrice, la plus waouh pour le client, et pas du tout commencer à rentrer dans, les clochers internes, passer du temps à déjeuner avec l'un, passer du temps à Mmh. dîner, à boire des pots avec les autres, et ça ne m'intéresse pas. J'estime que quand j'ai terminé ma mission, de travailler et que j'en suis, à un moment de satisfaction où je peux poser le crayon, même si je la reprendrai le lendemain, j'ai besoin en tout cas d'être à moi, et de me recentrer sur moi et de sortir, de l'univers, de l'agence. Et j'ai besoin d'avoir cette scission, mais radicale là. Et je ne peux pas jouer un jeu, ni quand je suis à l'intérieur, ni donner de mon temps en extra pour éventuellement me faire valoir, pour Mmh. éventuellement rentrer dans une cour qui va valoriser, voilà, je ne suis pas dans la flagornerie, je ne sais pas faire, ça ne m'intéresse pas. Je sais que pour moi, travailler, c'est un travail, c'est une mission qu'on me donne et c'est un engagement que j'ai à cet endroit-là. Et mon engagement, il s'arrête à cet endroit-là. Voilà, donc tout ce système interne des sociétés ne m'intéresse pas. Autant je veux bien rentrer dans ce système-là chez le client parce que par voie de conséquence, je suis un peu obligée de le faire. Mais je suis en direct, en prise avec mon client et là, c'est pas du tout la même donne. Je suis pas en prise, en train de perdre du temps dans une énergie interne dans une société pour aboutir à quelque chose qui n'est pas pour la personne dans la société, mais qui est bien pour une Mmh. marque qui a été missionnée par cette société.
Donc tout ça me commençait à me souffler, mais vraiment, terriblement et plus je montais dans la hiérarchie, plus je me rendais compte que, eh ben, on me demandait de jouer à un jeu de politicienne en fait, hein, de manager aussi, dans une forme de managériale qui pouvait ne pas m'aller. Et je me suis dit que c'était peut-être certainement la meilleure solution, c'était de s'extraire de ça et de voir ce que je pouvais donner comme une grande toute seule, et si j'allais m'en sortir toute seule de tout ça et si c'était possible déjà tout simplement, enfin, voilà. Tu eu peur un peu à l'époque ou pas quand tu t'es lancée? Parce que c'est quand même autre chose, hein? Alors très honnêtement, je suis pas une peureuse. Ouais. Je suis M'étonne pas pas. je suis pas du tout une peureuse, j'y vais et je vois ce que ça donne et je sais que, de toute façon, si quelque chose ne fonctionne pas, si ça ne marche pas, je j'ai même pas de doute sur le fait qu'à un moment donné, je repartirai sur autre chose et que Mmh. j'abandonnerai. Mais en même temps, j'ai du mal à abandonner, hein. C'est quand même quelque chose dont j'ai eu du mal. Donc moi, quand j'ai arrêté Animals, c'était, vraiment en haut de la gloire d'Animals, hein. J'ai pas du tout, voilà, je suis allée jusqu'au pas au bout du bout parce que j'aurais pu, aller beaucoup plus fort, plus haut, mais ça ne correspondait plus après à ce que la façon dont moi je voyais les choses, c'est-à-dire ma petite entreprise. Voilà, avec, ma capacité d'être près de mes clients, près de mes créatifs, près de mon équipe, voilà et d'être en flux tendu avec eux et de ne pas devoir me dispatcher, de me dissoudre comme ça à gauche et à droite et de perdre pied en fait, avec la mon agence, les marques, les gens, les clients. Donc non, j'ai pas eu peur. D'ailleurs, j'ai pas eu peur non plus de me relancer en tant que consultante après, en me disant: «Tiens et si j'essayais d'être consultante?» Et puis comme j'ai pas eu peur de me dire: «Tiens et si maintenant, je faisais des études de psycho?» Et là dernièrement, je me suis formée à la philosophie, des ateliers philosophiques dans les écoles, en me disant: «Bah, voilà, c'est des choses qui m'intéressent, qu'est-ce que j'en ferai?» Je vais les mettre en pratique ou pas, mais en tout cas, ça m'enrichit, ça me parle du monde, ça me parle des gens, et c'est le principal, en fait, voilà. Donc j'ai peur, en fait, de rien sans savoir vraiment, tu vois, ce que je vais en faire. Est-ce que j'ai mené à bien au bout, comme les autres meneraient au bout ces formations, à devenir, ce pourquoi ils se sont formés? Moi, je me pose tout le temps la question. Je suis tout le temps en train de me poser la question: «Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce Mmh. que c'est le bon endroit pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Est-ce que ça va correspondre à mon énergie? Est-ce qu'à ma vitalité, à mon besoin, d'être en lien avec les autres? Est-ce que ça va m'apporter aussi à cet endroit-là?» Parce que, voilà, donc je mets tout ça en perspective pour savoir s'il y a mais en tout cas, ça m'intéresse parce que ça m'amène à autre chose, ça m'amène une autre partie de moi, je développe autre chose de moi et du coup, je suis fière de moi à cet endroit-là. Je me dis: «Ah ouais, j'ai fait ça aussi, c'est chouette et je suis arrivée, je l'ai fait, c'est ouais, c'est chouette, bravo Manuel», quoi. Je Il y a une espèce de côté un peu, contente de moi, quoi, d'avoir aussi fait ça et d'avoir mis ça, dans mon parcours de vie. Bah, c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que en fait, il y a beaucoup de personnes évidemment qui ont une forme de résistance au changement, par peur, par, tu vois, «Qu'en dira-t-on?» Enfin tout ce qui est tout ça ou juste par littéralement se dire: «Mais, je vais peut-être pas être capable», enfin tu vois, le fameux syndrome de l'imposteur et c'est vrai qu'en fait, ce que je trouve assez génial, c'est que toi, tant alors que tu étais au sommet de la gloire, créativement parlant, quand tu étais dans les grandes agences, tu lances ta boîte et comme on l'a dit, ben, en fait, très grand succès puisque, tu as, des grands comptes qui te tombent dessus tout de suite, au tel à tel point d'ailleurs que ça devient C'était presque trop, indécent. quoi. Ça devient Mais presque trop. c'est ça, bien sûr, Pauline, c'était trop. Ouais. C'était trop, c'est allé Mais là trop aussi, tu as pas peur ensuite à un moment donné de dire: «Bah, en fait, c'est pas ça que je veux». bah, non, parce que, tout d'un coup, tu sais, je me c'est bon, alors peut-être que la psycho m'a aidée, mais j'écoute un peu mon corps aussi, si tu veux et je vois bien, à un moment donné, quand il y a quelque chose qui devient, poussif. Tu vois? Il y a quelque chose Mmh. de l'ordre de l'énergie, non pas, du savoir-faire, hein, tu vois? Où tu sens que ça pousse et que tu deviens poussif dans le travail, mais il y a quelque chose de poussif, de l'ordre de dans ton énergie, qui est poussif. Et en fait, ça m'a, terriblement alertée, où j'ai commencé à me dire: «Mais je pourrais aller plus loin. Oui, j'ai l'énergie d'aller plus loin, mais si je trouve pas les personnes très vite qui vont pouvoir m'accompagner pour aller plus loin, je vais Mmh. m'écrouler». Donc c'est plus une sorte de peur de m'écrouler aussi, et puis de ne pas vouloir parce que tous les gens, que je connaissais évidemment, qui étaient des directeurs financiers de groupes internationaux et cetera,
me disait: «Mais Manoël, avec, ta réussite, investis maintenant, passe à la vitesse 3». Enfin, espèce de côté, genre, plus grand, plus fort, plus puissant. Et en fait, ça aussi, ça m'a alertée, où je me disais: «Mais est-ce que je veux être ça, en fait?» Bah non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire. Et d'ailleurs, étonnamment, la résultante aujourd'hui, c'est que ça s'appelle À la Mano, c'est pas vraiment une société, c'est mon nom de consultante. Et il y a un côté comme ça où, en fait, ce que j'aime, c'est faire, quoi. J'aime avoir les mains dedans, j'aime jardiner, voilà, j'aime ça. J'aime quand les choses sont belles, de prendre le temps qu'elles soient plus belles, qu'elles scintillent, et ça malheureusement, quand tu commences à devenir fat, bah, c'est compliqué, quoi. Il faut vraiment, trouver les bonnes ressources, ça demande un travail monumental, et puis tu es parti dans un engrenage, j'ai eu peur de me perdre, peut-être, oui, j'ai peut-être eu peur de me perdre, donc je pense que j'ai arrêté avant de, et je pense que j'ai bien fait, hein. Je pense je regrette absolument rien. Alors peut-être parce que j'ai réussi, donc je peux un peu, je peux me flatter à cet endroit-là, donc je suis partie sur un succès, je suis pas partie sur un échec, donc peut-être que de partir sur un succès, ça me permet aussi chaque fois de rebondir, en fait, de pas attendre, tu vois, la Mmh. déconfiture, de perdre cette confiance que je pourrais avoir en moi, mais d'être dans une confiance et de chaque fois être alertée par quelque chose qui ne me correspond pas, et de me répondre à ça. Je suis assez intéressée justement par, les signaux faibles que tu as pu ressentir à l'époque parce que je dis ça, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent à mon avis, qui ont des succès, tu vois? Mais qui savent pas s'écouter. En fait, ils se connaissent pas et moi-même, hein, je t'avoue, moi pour être tout à fait honnête avec toi et avec vous qui nous écoutez, je suis plutôt du style à pas trop m'écouter et en fait, c'est mon mari qui m'écoute pour moi et qui me dit, merci, on te salue Charif, qui me dit: «Non mais là Pauline, tu complètement en train de partir en vrille» et franchement, s'il était pas là et maintenant avec l'expérience, tu vois, j'apprends à un peu mieux voir les signes, que je dors plus, que en fait, je deviens irritable, que machin. Mais j'ai une propension, sans parler de burn-out, à ne pas m'écouter et à, tu vois, rester en fait le nez dans le guidon sans remettre en cause l'existant qui est assez forte. Et donc je serais curieuse de savoir toi quels sont les petits signes que, par exemple, tu as pu percevoir? Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se dire puis là je parle à toi Manuel, évidemment avec ton expérience, mais aussi, à la Manuel qui fait de la gestalt et qui est intéressée par la psychologie pour aider les quelques personnes qui pourraient vivre ce genre de moment. Alors, c'est vrai que quand tu parlais du signe de moins bien dormir, évidemment, ça fait partie des signes. Moi, il y a eu des moments où, bon, alors faut savoir que mon entourage, c'est un entourage que j'ai depuis très longtemps, mon entourage proche, qui me connaissent, même avant que je prenne des postes, honorifiques dans la communication. Hem et qui, pouvaient de temps en temps, m'alerter en me disant, «On ne te voit plus jamais», par exemple. Mmh. «Tu es jamais disponible». Certains d'autres qui me disaient: «Tu es tout le temps crevé». Mmh. Me rendre compte que, je n'avais plus, la facilité, d'accepter des invitations, ou en tout cas je les acceptais, et puis, d'avoir envie de faire rebrousse chemin très vite, dès que ça arrivait. Parce que je me sentais plus l'énergie, la disponibilité, en fait, hein. C'est plus une question de disponibilité à être à moi-même, donc être aux autres. Donc ça, c'est des choses qui m'ont, pas mal alertée. Mes enfants, les premiers en en première ligne me disaient: «Maman, qu'est-ce que tu es irritable, qu'est-ce que tu es chiante, on peut jamais te parler». Enfin, voilà, ça évidemment, ça on mais vraiment, je pense que c'est surtout les gens autour de moi qui me disaient, pas qu'ils me reconnaissaient pas, parce qu'ils m'aimaient trop pour me dire ça, peut-être, certainement, et mettre quelque chose de l'ordre de la critique de ma personne, mais surtout de mon indisponibilité et ce sentiment d'être fatiguée, de ne plus avoir envie. Mmh. De ne plus avoir envie de choses qui sont pourtant légères, qui sont pourtant de l'ordre de la décontraction, du bien-être, de la simplicité avec les gens qu'on aime, et de ne plus accéder à ça, en fait. Et de ne plus arriver à accéder à ça, de se sentir à un endroit, diminué, et perdre une partie de soi. Et très révélateur aussi, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est une grosse déconneuse et j'aime bien la dérision, l'autodérision en non-stop. C'est vraiment pour moi une soupape incroyable, et dans certains moments comme ça, je me suis rendu compte que j'avais plus d'humour, quoi. Et je me disais: «Mais j'ai perdu mon humour. Est-ce possible de perdre son humour?» Et
je me suis dit: «Mais non, c'est en fait, c'est mon état là qui fait, donc freiner quoi, Mmh. stopper, descendre de rythme et malheureusement quand tu es dans quelque chose qui t'attrape comme ça, c'est où tu arrives à faire, tu vois, où tu as des gens autour de toi qui arrivent à prendre le relais pendant un certain laps de temps qui te permet d'avoir ce recul, qui te permet de recentrer ou de faire des pauses ou de faire comme moi des ruptures en fait, tout simplement, qui me permettent, aussi de prendre beaucoup de temps. Pour arriver à me recentrer. Mais c'est vrai que je pense que s'il y a un truc, c'est le manque d'envie. S'il y a quelque chose qui, tout d'un coup, d'envie qui Mmh. devrait normalement ne pas poser de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la manque d'envie de travailler ou de réussir, parce qu'on peut se dire que c'est ça. En fait, c'est sur le perso, quoi, le manque d'envie. Ah, mais ça entame ton perso. Ça Mmh. entame ta personne, en fait. Ça entame ta relation à ton être, à ce que tu es en lien avec des gens qui t'aiment pour ce que tu étais et qui, tout d'un coup, c'est pas qu'ils t'aiment plus, comme je te le disais, mais c'est ils te reconnaissent plus et ils te cherchent, tu vois? Et ils te cherchent, en fait Ouais. et ils te font comprendre qu'ils te trouvent pas, tu vois? Alors ils te trouvent pas physiquement ou qu'ils te trouvent pas, non plus, qu'ils te trouvent pas le moment où tu es présent. Et puis un autre truc aussi, c'est, moi je suis pas une picoleuse, par exemple, je suis pas une grande picoleuse, tu vois? Et même si j'aime, boire des pots avec mes copines et ça c'est vraiment quelque chose qui, me tient à cœur. Mais je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin, si tu veux, de substituts comme ça pour, me détendre, me lâcher, tu vois? Et ça aussi, ça m'a alertée, tu vois? En me disant: «Mais, j'avais pas besoin de 4 verres avant, avant je prenais 2 verres, c'était tranquille, j'étais bien et j'étais qui j'étais». Enfin, même au premier verre, même en arrivant, enfin, ça démarrait, normalement, j'étais et puis tout d'un coup, tu dis: «Ah mais non, mais en fait, là, 1 verre ne suffit pas, 2 verres ne suffit pas pour que j'arrive à lâcher. Il Mmh. m'en fallait 3, peut-être 4, tu vois? Et là, je me suis inquiétée aussi. Ça, c'est aussi des petites choses comme ça que tu dois regarder, tu vois? Pour voir comment il y a des changements qui s'opèrent et qui sont pas justes, en fait. Tu penses que tu as fait un burn-out à l'époque? Je pense que j'ai frôlé le burn-out et je pense que j'ai, peut-être même fait un burn-out. Mmh. Alors je pense que j'ai, en fait, ce qui a été très alarmant et ça, c'était, juste avant que je quitte BETC. On était, j'étais avec mes 2 enfants sur le canapé en train de regarder mais un film d'action, mais comme tu peux pas comme on peut les imaginer, les plus débiles possibles, Un tu vois? bon C'est-à-dire navet comme on aime. hein? Qui est espèce de truc où ça te vide le cerveau totalement, tu as juste à suivre l'action, tu vois qu'il y a des méchants d'un côté, des gentils de l'autre et puis tu as juste à suivre les méchants et les gentils, quoi. Et on est sur le canapé tous les 3. J'en ai un à ma gauche, un à ma droite, tu vois? Trop content d'être avec mes 2 enfants, à côté de moi. Le film évidemment, inutile que je dire que je ne l'avais pas choisi, que je m'en foutais, mais comme de l'an 40. C'était vraiment le moment qui m'intéressait. Néanmoins, je regardais le film avec eux et à un moment donné, je dis à mes enfants, je dis: «Mais bah, pourquoi il a fait ça?» Film d'action, hein. Et tu ma fille et mon fils qui se retournent vers moi, qui me font: «Oh maman». Le film continue, genre 2 minutes après. «Mais attends, mais pourquoi il a fait ça?» Et là, les 2, mais à l'unisson, se retournent vers moi comme ça, ils disent: «Mais maman, tu te fous de notre gueule ou quoi?» Et là, je tilte. Je lui dis: «Mais non, en fait, je me fous pas de leur gueule. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je attends, je je ne comprends rien». Genre, tu vois, j'avale, je fais genre je continue à regarder le film et je ne peux pas m'empêcher et là, à un moment donné, je fais: «Mais pourquoi il a dit ça?» Et là, les 2 ils me disent: «Maman, non, là, franchement, là, ça va pas, là. Enfin, si le film, il t'intéresse pas, tu sors. Enfin, tu vois, tu vas pas nous poser des questions débiles toutes les 2 secondes, quoi». Je suis partie dans ma chambre, mais pleurer, mais comme une madeleine, en me disant: «Mais en fait, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mmh. Qu'est-ce qui se passe?» Très alertant, très, très angoissant et ça a mis du temps. Donc cette peur, tu vois, c'était, une peur, oui, là, clairement et puis en plus, là, ça a été amplifié par la peur. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai été prise de panique, tu vois? De me dire: Mmh. «Mais qu'est-ce que je suis en train de devenir? Qui je suis? J'ai plus de cerveau, j'ai été lobotomisée. Qu'est-ce qui s'est passé entre il y a, si peu de temps?» Je ne pourrais pas te donner de laps de temps précis, mais et là, ce qui se joue ce soir, avec moi-même
Ouais, c'était très interpellant, ouais. Et tu as mis combien de temps avant de te retrouver? Écoute, j'ai pas pris assez de temps. J'ai pas pris assez de temps, parce que tout d'un coup, il y a des gens qui sont venus taper à ma porte et que, Comme moi. je tu sais, c'est le vide quand tu arrêtes quelque chose, c'est un vide. C'est-à-dire que tu as beau te préparer en te disant: «Non», mais moi je me rappelle que je disais: «J'arrêterai ce métier à 40 ans». Tu vois? On est en train de parler d'une sonnette qui a eu lieu à 45 ans, tu vois? Donc à 45 ans, je n'avais toujours pas arrêté ce métier malgré mes velléités et j'ai perdu le cours là, excuse-moi Pauline. Non, je te disais combien de temps tu as mis à t'en remettre et à te retrouver? Bah, tu vois, il y a un trou noir qui se remet en place, c'est étonnant. Hem et donc j'ai commencé trop vite. Je m'étais reposée, ça a duré 3 4 mois. Je m'étais amusée au début à écrire l'histoire d'une agence, une vision d'agence et voilà et puis après, il y a des gens qui sont venus taper à ma porte et ça a démarré beaucoup trop vite, trop fort et je pense que, j'étais pas assez encore requinquée. Mais comme j'aime ce métier, comme je suis enthousiaste et que, ça me prend et que ça m'emporte, c'est reparti, tu vois? C'est reparti, j'ai retrouvé mon cerveau, tu vois? Très rapidement, c'est parti de plus belle parce que je maîtrise ça, tu vois? C'était une maîtrise, en fait et c'est là où tu te rends compte que tu as une partie de toi que tu arrives encore que tu peux encore maîtriser, puis tu as une partie, en fait, qui t'échappe complètement, qui t'échappe et donc l'instinct de survie faisait certainement que, j'ai été capable de remettre le couvert, très fortement et très ardemment, avec énormément d'envie, de volonté, mais je pense que j'ai mis du temps, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin de temps, en fait. Est-ce que c'est consécutif? Est-ce que c'est une prise de conscience? Je pense que c'est un mélange de tout ça, qui fait que et puis je préfère, prendre du temps à faire des jolies choses, voilà. Je trouve que tout est perfectible toujours, donc avoir du temps, surtout quand tu travailles sur des jolies marques, voilà, tu comptes plus ton temps et c'est chouette. Mais Noël, j'aimerais, passer du coq à l'âne pour, revenir à ton enfance, si ça te va, parce que je connais pas l'histoire et que tu me parles un peu de toi petite. Où est-ce que tu as grandi? Comment était ta famille? Où c'était? Comment était la petite Manoël? Alors, moi, je peux te dire, ce qui m'a, comment je me ressentais, je me sentais, alors, j'aime pas dire ça parce que je pense que tout le monde peut dire ça, mais je le dis quand même parce que c'est vraiment ce que je ressentais. J'avais l'impression d'être à part. J'avais l'impression de ne, Pas je, rentrer pas rentrer dans une case ou d'être à part, j'avais l'impression que je n'avais pas envie d'être comprise par les autres. Et que j'avais comme une sorte de carapace entre moi et le monde et moi et les autres et ce qui ne m'empêchait pas pour autant, encore une fois, de les aimer, de les apprécier et cetera. Mais je ne me donnais pas. En vrai, je ne me donnais pas vraiment aux autres, je me gardais. J'étais très à distance, beaucoup à distance. Typiquement, quand j'étais enfant, quand on était dans les cours de récréation, je voulais pas appartenir à un groupe de filles. J'aimais bien aller dans plusieurs groupes de filles. Dès qu'on venait me chercher pour me dire: «Oui, mais tu es dans notre groupe» et cetera, je fuyais. Tu vois? C'est donc un mmh. sentiment comme ça d'enfermement, peut-être une peur d'énormément d'enfermement, d'accaparement, d'intrusion peut-être, tu vois? Quelque chose de cet ordre-là, qui faisait que j'ai toujours été un électron libre et ça s'est, confirmé parce que j'ai retrouvé mon ami, d'enfance, après je te dirai, d'autres choses sur mon enfance, mais mon ami d'enfance qui se mariait, qui voulait que je devienne, son témoin de mariage et elle me cherche, elle ne me retrouve pas parce qu'on avait pris de la distance, et donc on se retrouve et elle me dit: «Mais tu sais, je t'ai cherché et cetera, je te trouvais pas, mais c'est tellement toi». Je fais: «Comment ça, c'est tellement moi?» Elle me dit: «Mais oui, c'est tellement toi, mais tu étais un électron libre, hein». C'est-à-dire que, Mmh. tu vois, on était un groupe de potes. Je dis: «Oui, oui, je m'en souviens très bien, le groupe, je le vois très bien, le groupe et cetera». Mais en fait, tu disparaissais tout le temps. Tu étais jamais là en continu. On savait pas si tu allais être là, pas là, si tu allais partir à un moment donné parce que tu en avais, juste, voilà et tout d'un coup, tu disparaissais. Donc, tu vois, tout d'un coup, je n'avais pas eu cette vision-là de moi. C'est-à-dire que je ne me voyais pas comme ça. Moi, j'avais l'impression d'être là avec le groupe en vrai, quand j'étais avec le groupe, tu vois? Mais en fait, Mmh. non. Ce sentiment d'être différent, en fait, finalement, c'est ce que je laissais apercevoir de moi, alors que j'avais l'impression que pas du tout. Les autres, ils y Mmh. voyaient en gros que du feu. Tu vois? Mais C'est non, c'est marrant. pas vrai. Donc c'était faux. Donc ça, c'est un peu moi petite, donc ne pas vouloir appartenir, tu vois? C'est vraiment, ne pas vouloir appartenir à des groupes,
Et tu vois, j'avais ma meilleure amie, mais si elle avait, décidé qu'on se voyait à 3-4, j'y allais pas, tu vois? Ou alors j'y allais de temps en temps et puis je partais assez facilement parce que ça m'envahissait en fait, très rapidement, ça m'envahissait. Et du coup, je me mettais en recul, tu vois? Je me mettais en retrait, j'arrivais plus, à être, ce que j'étais, ce que j'avais pleinement envie d'être. Donc ça, c'est moi. Après, à mon enfance, alors moi, tu sais, je suis du côté de mon père, c'est des catholiques pratiquants. Éducation très stricte, très, très stricte, religieuse, tu vois? Pas facile du tout pour, un petit être comme moi, on m'appelait un peu le petit canard noir sur les 24, cousins-cousines, hein, tu vois? De ce côté-là. Hem, J'étais un peu, je m'entendais pas avec les autres, je clairement, j'étais, je pense différente de tous les autres, de cette éducation-là en tout cas. Alors pourquoi j'ai été différente? Alors je pense que ça date de depuis toute petite, tu vois? Parce que même j'allais te donner, l'expérience du voyage, on est parti avec mes parents, on a voyagé pendant 1 an, on a traversé à l'époque on habitait la Belgique, on a traversé la Belgique et on est arrivé jusqu'au Mali, on a vécu avec des Touaregs dans le désert, enfin bon, franchement on a eu une expérience, insensée, incroyable qui peut-être, aurait pu me modifier, tu vois? Et me rendre un peu plus sauvageonne, si tu préfères, de par cette expérience, incroyable. Mais non, en fait, de ce qui m'a été relaté, j'étais déjà comme ça avant, en fait, Mmh. clairement. Donc et puis d'une famille, juive du côté de ma mère. En fait, j'ai appris que j'étais juive à 21 ans, ce qui est quand même absolument ahurissant, puisque j'avais un meilleur ami qui s'appelait Bathilde Goldstein, qui était violoniste. Et en écoutant du Rachmaninoff un soir, tous les 2, il me dit: «Mais Manuel, tu es juive?» Je fais: «Bah, ah, mort de rire, j'ai fait ma première communion, on s'est baptisés, nin et cetera». Je lui dis: «Dans tes rêves» et puis, lors d'un dîner, familial, autour d'une table avec mes parents et mon frère, je relate, ce que m'avait dit Bathilde. Et là, silence d'oiseau, tu vois? Silence de mort. Et ma mère se retourne vers moi, elle me fait: «Mais oui, en fait, oui, ta grand-mère est juive ashkénaze, donc ma mère est juive ashkénaze, et ben, donc par voie de conséquence, ben, oui, tu es juive et puis ton frère aussi d'ailleurs». Et puis je le regarde mon bras comme ça et je dis: «Il est 21 ans». Et c'était très étonnant parce que pile poil à ce moment-là, au-delà de Bathilde avec qui j'avais vraiment une forte, amitié et accointance et sensibilité, j'étais très, j'avais une artiste, une peintre dont je venais d'acheter un tableau, mon premier grand tableau, à l'époque et qui était, juive, séfarade plutôt. Et j'avais, eu une discussion incroyable avec cette femme, au-delà de lui acheter le tableau, parce que je suis tombée amoureuse de son tableau, puis ça avait amené une discussion. Et c'est très étonnant parce que tout d'un coup, c'est figé aussi l'amour de ma grand-mère, parce que j'étais très, très fusionnelle avec ma grand-mère maternelle. Mais vraiment, on était, et je me suis dit: «Mais en fait, tout est là, quoi». Enfin, voilà, tout était dans ma grand-mère, tout était à cet endroit-là, on m'a rien dit, j'ai rien vu, mais en fait, je suis là, quoi. Mmh. Voilà. Donc donc ça, c'est, un grand moment pour moi de ma vie, un très important. Ça n'a rien changé, mais ça a beaucoup changé, à un autre endroit pour moi. Voilà. Donc je vis avec ça, sans en avoir en plus beaucoup d'histoires, hein, parce que ma grand-mère est décédée, qu'il y a une omerta là-dessus. Enfin, bon, on connaît tous l'histoire et la diaspora mais voilà, c'est en moi et c'est clair pour moi et c'est fort pour moi, de savoir d'avoir su ça, de par l'amour de ma grand-mère en plus, tu vois? C'est aussi ça, quoi. Je pense que j'aurais pas aimé cette femme-là comme je l'ai aimée et comme Mmh. elle m'a aimée, peut-être que ça aurait pas pris, la place que ça prend. C'est une sorte de reconnaissance à l'amour qu'on s'est donné, quoi, et qui a pris un peu plus de force encore, d'ampleur, quoi. Merci d'avoir partagé ça, Manuel. Je vais te poser une question, pas toujours facile, mais c'est quoi pour toi les valeurs les plus importantes que tes parents t'aient transmises? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent à l'esprit? Je dirais l'honnêteté intellectuelle. Heu, alors ça c'est pas l'histoire de faire des mensonges ou de pas faire des mensonges. C'est la droiture, en fait, tu vois?
pense que ça rejoint un peu cette histoire de, pas arriver à faire de la politique, tu vois? Même Mmh. pour me rendre service. Ouais, je vois. On m'a appris, de par la famille de mon père essentiellement, puisque ça a été plutôt le socle si tu veux, puisque la famille de ma mère était complètement, dispersée de partout, donc il y avait pas de réunion de famille, il y avait pas de choses comme ça, régulièrement. Donc le socle sur lequel ou les valeurs sur lesquelles, j'ai eu mon éducation essentiellement, même si certainement que ma grand-mère, maternelle m'en a aussi insufflé autant, hem, c'est cette honnêteté intellectuelle, et d'ailleurs c'est une très, très belle, on m'a fait un très joli compliment. J'ai travaillé pour une association pour des enfants il y a quelques années et le président de l'association m'a dit: «Mais, vraiment Manuel, je suis, étonné et reconnaissant de rencontrer encore des gens avec une telle honnêteté intellectuelle» et ouais, oui, je pense que c'est ça qui m'a été, insufflé le plus. La curiosité par les voyages, on a beaucoup voyagé, la beauté. La beauté des petites choses et des grandes choses, hein, la beauté des gens. Dans sa diversité, la beauté de ce qu'on peut, comprendre de soi, se comprendre du monde, comprendre des autres. Ouais, mon père était quelqu'un, qui photographiait beaucoup, qui aimait beaucoup tout ce qui est vraiment, tout ce qui avait, qui était beau. Tu vois? Le raffinement. Il y avait quelque chose de toujours raffiné derrière et le raffinement, c'est pas obligatoirement quelque chose de statutaire. Mmh. Tu vois? Il m'a appris à lire, justement ce que c'est qu'être la noblesse. La noblesse de l'âme, la noblesse d'être, la noblesse de port, la noblesse de penser. Heu, voilà, je pense que ça, c'est vraiment des choses qui m'ont été, transmises, assez fortement, avec énormément, ouais, la curiosité, mais ça faisait beaucoup partie de moi aussi, mais tu vois, qui a été, vraiment, amplifiée, par la capacité de mes parents à nous emmener un peu à travers le monde, regarder un peu ce qui se passe et comment on vit ailleurs. Et moi, je palpitais quand je me retrouvais avec les enfants en plein Niger, en plein machin, enfin, tu vois? Et pourtant, ils étaient pas toujours gentils, hein, tu vois? Mais je sais pas, il y avait quelque chose de l'effervescence, tu vois? D'incroyable. J'avais peur de rien. Mes parents, ils étaient obligés d'aller me rechercher parce que, évidemment, je me barrais, tu vois? Systématiquement. J'avais aucune notion du danger. D'ailleurs, il m'est jamais rien arrivé, tu vois? Quand on est arrivé en France, j'avais 13 ans, sur le parvis à l'époque de Beaubourg. Tu sais, il y avait des saltimbanques, des groupes de musique, des cracheurs de feu, et cetera. Et un jour, mes parents, ils m'ont perdue, mais parce que, tout d'un coup, il y avait, de la musique gnawa, tu vois? Et que je me suis mis à danser, tu vois? Du haut de mes 14 ans, tu vois? Avec les hommes, les jeunes femmes, les machins et putain, je me rappelle de l'engueulade que je me suis prise parce que j'avais eu super peur, tu vois? En se disant: «Mais juste, elle est folle, quoi». Je crois que Ouais. même je me suis pris une gifle. Bon voilà, je me prenais des gifles. Voilà, voilà, donc ça c'est moi, moi, mon enfance, mon état d'esprit, qui me suit aujourd'hui encore, beaucoup. Je suis encore beaucoup comme ça. Bah, Libre. ouais, je pense que pas assez évidemment. Je pense que personne ne se sent assez libre, tu vois? Ben, c'est sûr. Tu vois, j'ai par exemple, je sais pas, tu gardes tout ou pas? Tu Moi, je gardes suis tout ce du que st je dis? je garde, je peux couper si tu à la fin, je pourrais couper des bouts si tu me demandes, mais je garde tout ce que tu m'autorises à garder. Alors, autre chose, moi ça m'amuse de le dire quand même, parce que j'en suis quand même aussi un peu fière, parce que c'est tellement, bredzingue, baroque, tu vois, dans la façon d'être. Je rencontre un forain, j'étais en terminale et je suis restée pendant 1 an et demi avec ce forain. Et inutile de dire que je dormais dans la caravane, avec les forains, dans le milieu et qui ont, toute une façon d'être, de penser, tu vois, d'être au monde. Ils ont leur code, mais moi ça me fascinait quoi, tu vois? Mmh. J'étais fascinée. Tant que je pouvais engranger, tu vois? Des choses, ressentir des nouvelles choses, et puis cette espèce d'adaptation, quoi. J'adorais, enfin, tu vois, rentrer dans un monde, un univers. Après, je suis partie tu vois, je suis partie avec le gros bourgeois, tu vois? Et c'était de la même manière, tu vois, cette espèce de manière que j'ai à aller dans des mondes différents, de me nourrir d'eux et de partager, d'adorer ces moments-là. C'est pas du tout de l'artificiel, tu vois? C'est vraiment d'adorer, de vivre pleinement, et d'avoir ce sentiment de pleinement vivre ces moments-là. Mmh. Donc voilà, donc ça, c'est mes parents, inutile que de dire que là,
Ils ont eu très, 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 très peur. Il était très, très, très beau, Pauline. Bah, Très, très écoute, beau. c'est ce qui compte et puis tu as vécu des expériences, que tu n'oublieras pas. Ouais, ouais, c'était très beau. Ouais, ouais. Pour continuer sur un pan un peu perso, à la fin du podcast, j'ai toujours des questions, j'appelle ça mon crible et la première que je vais te poser, c'est s'il y avait quelque chose qui était à refaire dans ta vie personnelle ou professionnelle ou enfin, d'une autre manière, qu'est-ce que tu referais différemment? Hem, alors ce que je ferais différemment, c'est, être attentive, à mes enfants. Beaucoup plus attentive à mes enfants. Même si j'ai eu l'impression de l'être, tu vois? De bien, protéger quand même ma sphère familiale le plus que je pouvais. Je me suis rendu compte, a posteriori que, je faisais, mais que j'étais pas, vraiment présente à Mmh. eux et que je les éduquais le mieux possible avec l'éducation ce que j'ai gardé de mon éducation et ce qui me semblait superfétatoire et pas intéressant et castrateur ou, tu vois, inhibant. Mais, oui, c'est je dirais ça, je dirais, après je me suis rattrapée, hein, c'est-à-dire que ça m'a redemandé un travail important de justement de les regarder, de les observer, de les accepter et de retrouver une communication ajustée entre eux et moi où, je respectais ce qu'ils étaient et qui n'étaient pas obligatoirement et qui ne correspondaient pas obligatoirement à 100 à la lettre Mmh. près, à ce que j'avais, aimé ou aurais souhaité et qu'en fait, ils sont très bien et très beaux comme ils sont, quoi. Et ça, voilà, ça m'a redemandé de m'asseoir, de regarder, d'observer et ça veut dire pas que tu détricotes, ça veut dire que tu es obligé de reconstruire sur ce qui a déjà été construit, mais de leur donner une vision différente d'approche de ta personne à leur personne. Donc c'est un contact, tu vois? On parle ça en gestalt, il y a un truc de l'ordre de la une remise en contact, tu vois? Pour que l'un et l'autre se sentent bien et qu'ils reprennent confiance dans cette Mmh. mère qui a changé, mais qui est toujours la même, mais qui a changé sa façon d'être avec eux et qu'ils aient confiance sur le fait que ce n'était pas superficiel, tu Mmh. vois? Et que, voilà, donc c'est un travail que je continue à faire avec eux, tu vois? Mais qui devient beaucoup plus naturel de ce fait maintenant, tu vois? Puisque maintenant, mais oui, je dirais ça moi, je dirais ça. Mais le reste non, je regrette absolument rien. Qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que je trouve beau? Ouh! Ah, ça peut être tellement de choses, tu vois? Ça peut être des mots, ça peut être, un regard que je pose, ça peut être un regard qu'une autre personne pose sur quelqu'un d'autre ou sur autre chose. Hem, Ça peut être alors moi, il y a des moments où je suis en extase totale, c'est quand je suis, dans ma maison et que je regarde ce paysage et que j'entends ces oiseaux et que je me sens, complètement, faisant partie de ce tout et je trouve ça, ce moment magnifiquement beau pour moi. Hem, où je suis sur le sol des vaches et en même temps je suis en apesanteur et en même temps, voilà, c'est assez, voilà, ça c'est un truc que je trouve beau. Mais la beauté, je la trouve partout, comme je trouve, l'horreur absolument partout. Hem, ouais, mais ça dépend de, ton état d'esprit toujours, hein. Enfin, tu vois, dans quel état d'esprit tu es. Tu peux regarder une chose et la regarder avec beauté un jour et la regarder le lendemain et pas la voir, quoi, tu vois? Juste pas la voir, quoi et la négliger. Heu, Mmh. voilà. À l'inverse, si, si, bah, je te remercie, c'est clair et je voulais te poser la question finalement un peu inverse et bah, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui te met en rage? Qu'est-ce qui te met en colère? Ou qu'est-ce que tu trouves laid? Ce que je trouve, laid, mmh, c'est l je pense que c'est le truc aujourd'hui, ce que je trouve le plus laid, heu, c'est l'état, dans lequel on a
on est plongé, quand je dis nous, parce que je nous intègre tous dans un monde, dans la société dans laquelle on vit, hem, la peur dans laquelle on peut être. La peur du demain, la peur de, qu'est-ce que va devenir cette planète, la peur de, comment vont changer les mentalités. Hem et moi je trouve que il y a quelque chose de vilain dans ce qui est en train d'arriver. Alors tu vois, je mettrais pas le mot laid, je dirais vilain, comme un enfant dirait que c'est vilain, tu vois? Ce que l'autre a fait. Je dirais ça, moi je dirais qu'il y a quelque chose de vilain, qui est lié à la peur, tu vois? Qui est en train de et qui j'espère va s'atténuer, tu vois? J'espère vraiment que ça va s'atténuer, voilà, je sens la peur, moi, je sens beaucoup la peur, du monde environnement de l'environnement extérieur et du monde et des gens, en règle générale. Donc ouais, c'est vilain d'en être là, quoi. C'est dommage parce que bon, on est tous riches, quoi, la planète est magnifique, les gens sont magnifiques, en règle générale et on n'arrive plus à avoir un regard de la beauté, quoi. Tu vois? Il est compliqué, de le voir naturellement. Faut le conscientiser presque, tu vois? Faut presque en avoir envie alors que parce que le vilain est peut-être, des fois beaucoup plus présent. Mmh. Ouais, je comprends. C'est pour ça que je fais ce podcast, pour mettre un peu de beauté humaine dans le monde. Ouais, ouais, je dirais ça. Mais sinon les vilaines choses, hein, je sais pas, moi j'arrive pas à avoir de vilaines choses. Je me dis toujours que ce qui est vilain, c'est des comportements éventuellement, tu vois? Mais je donne toujours des circonstances atténuantes à des comportements. C'est ça qui m'énerve des fois. Tu vois, j'ai envie de me taper et de dire: «Mais arrête de donner des circonstances atténuantes à ces gens-là, ils sont très, 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 très vilains, Manuel». Tu vois, mon âme intérieure me dit: «Bah ouais, mais moi si j'étais née comme ça dans cette situation-là, Mmh. certainement que malheureusement mon chemin serait exactement le même». Heu, donc même si c'est pas beau ce qu'ils font, même si c'est pas beau ce qu'ils disent, voilà, je me dis qu'on n'est pas moche, par plaisir d'être moche, quoi. Enfin, j'ai du mal à imaginer ça, quoi. Est-ce que tu as, une citation, une maxime, je sais pas, des mots de sagesse, un poème, enfin, des mots qui te tiennent particulièrement à cœur, peut-être, qui étaient des mots aussi qu'à un moment donné, tu vois, tu te répétais, enfin, ou tu te répètes toujours? Alors moi j'aime bien, une phrase de pour le coup je l'ai, j'ai écrit la phrase je la connais, mais j'ai écrit, après ma façon de l'interpréter, qui serait, à moi, ce que j'ai envie de livrer, tu vois? Alors c'est: «L'instant de la décision est une folie», c'est Kierkegaard, tu vois? Qui est un philosophe. L'instant de la décision est une folie. OK. Parce qu'on ne sait pas ce qui donne après ce que ça donne après, tu vois? Donc c'est un moment de folie. Alors moi je suis assez fascinée depuis longtemps sur la folie, hein. J'ai eu de la chance d'aller dans un hôpital psychiatrique déjeuner, avec, j'ai eu de la chance, oui, parce que c'est une expérience et que c'est de la chance et j'ai pu me rendre compte que la folie, c'est juste une manière de voir les choses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai parlé Mmh. avec des fous que j'ai trouvés brillantissimes et je me sentais toute petite, tu vois, en sortant. Ils avaient leur logique, mais quand tu suivais leur logique, elle était Ouais. implacable et elle était, tu vois, au-delà de nos pensées, convenues. Donc alors à cette phrase-là, moi je dis: «Ne soyez sage que si vous pensez qu'il est bon pour vous de l'être et soyez fou si vous sentez que vous avez été trop sage et vous sentez en manque de liberté. Sentez-vous libre». Voilà, ça c'est, ce que moi j'ai envie de dire, de cette phrase qui m'inspire et qui m'inspirera toujours. Voilà, et qui revient un peu aussi à cette phrase, d'Oscar Wilde, tu vois? Aussi, «Soyez vous-même» parce que sans sa propre folie, donc sans ses propres moments, d'exaltation qui, sortent de la convention, je pense qu'on ne peut pas toucher à ces extrêmes et à ce que se connaître donc dans ses limites et à savoir où elles peuvent s'arrêter et où on doit les arrêter pour sa propre santé mentale, éventuellement pour les autres. Mais voilà, voilà ce que j'aurais, à partager. Tu peux me la relire, la enfin, les 2 à la rigueur, celle de Kierkegaard et la tienne? Regarde, c'est: «L'instant de la décision est une folie». Ouais. L'instant où, tu vois, où tu te lâches, tu lances, ou qu'elle parte de manière instinctive, tu vois? Comme, voilà et puis moi je dirais: «Ne soyez sage que si vous pensez qu'il est bon pour vous de l'être et soyez fou si vous sentez que vous êtes trop sage et sentez un manque de liberté et que vous vous sentez en manque de liberté. Sentez-vous libre».
tu vois? Et puis Mmh. je résumerais ça par sentez-vous libre. Voilà, ça c'est vraiment mon voilà, c'est la permissivité quoi, tu vois? Vraiment, voilà, c'est rien d'autre, je pense qu'il faut se permettre. Il y a que comme ça qu'on arrive à avoir nos contours, hein. Je te remercie et je suis sûre que cette phrase sera hautement réfléchie et puis peut-être diffusée, partagée par les personnes qui nous écoutent parce que moi, c'est un truc qui me tient à cœur aussi, de évidemment se sentir libre et Dieu sait qu'on se met nous-mêmes nos propres barrières en essayant de rentrer dans une case, en essayant de bien faire les choses, d'être bons élèves, d'être sage, d'être machin donc ça me parle complètement. Et tu sais, s'il allie ça à la folie, la liberté à la folie, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je pense que de se dire que, tu vois, se laisser aller à de la folie ou à de l'exagération ou à du trop, et cetera, c'est quand même vertigineux parce que tu sais jamais, tu vois, où, ça va s'arrêter. Donc tu ne te sens pas capable de quelque chose dont tu n'as pas notion, tu vois? Et donc tu ne démarres pas, donc tu te bloques à cet instinct, Mmh. tu vois, de décision un peu folle, un peu Oui, sans sans savoir, savoir, ce ce que que ça ça va va donner donner réellement, réellement, quoi. Et quoi. ouais, tu vois? Et puis quand tu te rends compte, en fait, on a des esprits C'est ça ça la la folie. folie. Bien sûr, c'est quand tu laisses, ton esprit, partir, tu vois? Waouh, c'est beau, quoi. Après, tu vois, tu l'utilises pas pour tout et tu l'utilises pas au quotidien, mais en tout cas, de se laisser ça, de se laisser ton esprit divaguer le plus loin possible, même dans l'inacceptable, possiblement même dans de l'inacceptable. Le principal, c'est de revenir à de l'acceptable, tu vois, en disant, mais Mmh. ça, c'est la part d'inacceptable, ça, voilà, je le sais et elle fait partie de moi. Et d'accepter de l'inacceptable en soi, le principal, c'est de savoir où il faut s'arrêter dans la réalité, dans la vie et dans son comportement, tu vois, ce qui est acceptable pour les autres et ce qui est aussi acceptable pour soi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis? Hem, alors, qu'est-ce que j'aurais changé d'avis? J'aurais changé d'avis. Oui, alors j'ai changé d'avis. Alors j'ai changé d'avis sur le luxe justement. Mmh. À quel niveau? Hem, parce que je trouvais que le luxe avait quelque chose de pompeux, de superfétatoire, de, clinquant, de de vulgaire, parce que tu sais, mon éducation, elle était aussi dans l'austérité, c'est-à-dire que, tu Ouais. vois, il y avait quelque chose de l'ordre, on ne se fait pas remarquer, tu vois. Moi, je me rappelle d'une fois où je suis arrivée chez ma grand-mère avec des boucles d'oreilles, elle m'a dit: «Tu m'enlèves ces perchoirs, s'il te plaît, Manuel». Moi, j'avais pas passé la porte de la maison, hein. Donc, inutile de dire que je les ai enlevés sur la porte avant de rentrer. Donc, déjà ça, que j'estime que la beauté, elle n'est pas obligatoirement à elle n'était pas à cet endroit-là. Et que ça, c'était, juste, des gens qui avaient envie de montrer, voilà. Et puis après j'ai pris, le beau. C'est-à-dire que j'ai regardé en fait, j'ai vu le beau dans le luxe. C'est-à-dire le savoir-faire, tu vois? La beauté de l'objet, la beauté de ce qu'on peut lire derrière, des matériaux, de la façon dont ces matériaux sont traités, sont, utilisés, pour le cuir tanné, pour enfin, les coutures, enfin tous ces détails. Et tout d'un coup, je me suis dit: «Mais en fait, si je prends ça en tant qu'objet, comme du design, comme tu vois, comme l'architecture, comme tout ça, comme, l'art, tu vois? Et que en fait, je le prends juste comme quelque chose de beau. Ça fait Mmh. partie du luxe, mais c'est quelque chose de beau». Et j'en ai pas pour autant obligatoirement changé, tu vois, mon avis sur ceux qui en font trop, mais j'accepte en fait qu'on ait envie d'avoir du beau sur soi et qu'on ait envie de d'être paré quoi, de jolies choses. Je le comprends, je le conçois. Je n'arrive pas encore moi-même, tu vois, à être là-dedans et je crois pas que ça m'intéresse. J'ai des beaux objets, j'ai des beaux bijoux, ils sont vraiment planqués. C'est-à-dire que je n'arrive pas à les mettre, tu vois? Mais je les regarde comme des objets, c'est-à-dire que je regarde les bagues, je regarde la façon dont ils sont faits, Mmh. enfin, tu vois? Dont elles sont faites, tu vois? J'apprécie, le design qui a été fait, la tout ça, je trouve ça magnifique. Et donc du coup, j'ai changé un peu mon avis. Puis après, j'ai encore plus changé mon avis parce que quand je vois l'univers de ce qui est le beau, le luxe, et cetera, sont des univers du tout est possible, du grand,
tu vois, des émotions, en fait, surtout des émotions et quand en fait, c'était pas une question de l'acquérir ou de pas l'acquérir, c'était un décorum, en tout cas, que je trouve joli, tu vois? Et plaisant et le tout étant de savoir se mettre à distance, de ne pas, être frustré de ne pas pouvoir l'acquérir, tu vois? Et mais de bien regarder ça comme étant joli. Tu vois? Des beaux vêtements, des beaux bijoux, une belle maison, un bel intérieur, une belle personne bien coiffée et cetera, tu vois? C'est l'autre, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il possède, c'est ce qu'il est. Moi, je suis pas, dans le besoin de ressembler ou d'avoir envie ou de posséder pour autant, mais je peux apprécier ce qui est beau. Mmh. Donc je peux apprécier aujourd'hui le luxe et du coup, j'ai moins un regard, tu vois? Presque Dans le jugement, quoi. Mmh. condescendant, on va se le dire, tu vois? Mmh. Presque avec ça. Voilà. Ouais, je vois. C'est hyper intéressant. Je te remercie de l'avoir partagé parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui c'est un peu qui tout double, hein, le luxe. C'est souvent, soit tu tombes dedans et tu es un peu groupie et du coup, bah, avec une forme, on va dire, d'absence de discernement quand même et puis à l'inverse, tu as des personnes qui sont beaucoup dans le jugement en disant: «Ah bah, c'est clinquant, c'est m'as-tu vu, c'est machin» et je trouve que ton approche du coup, elle est assez intéressante. Enfin moi, je la partage parce que je t'avoue que je me vois pas comme quelqu'un, qui porte des objets bling bling et pour moi le luxe, pour le luxe, parce qu'il y a un logo, parce que c'est statutaire, c'est pas ça pour moi. Pour moi, le luxe, c'est en fait avant tout de se faire plaisir avec quelque chose qui nous suscite une émotion, qui nous plaît, qui nous touche et en fait, tu vois, c'est autre chose. Mais du coup, je comprends ton point de vue. Oui, oui, puis quelque chose qui fait une résonance et qui vient, qui est une partie de notre beauté intérieure. Je pense que quand on aime des choses, c'est une partie de notre beauté extérieure, enfin intérieure qui s'exprime ou en tout cas sur laquelle on adhère extérieurement, mais qui en fait est un renvoi de quelque chose, Mmh. qui est de l'ordre de notre préciosité ou de notre, tu vois, intérieur aussi quoi. Donc faut ça oui, moi de toute façon, je pense que cracher sur le luxe, c'est absolument grotesque, tu vois? Comme d'aduler, et de devenir une fashion absolue, c'est absolument grotesque, évidemment. Mais de pouvoir apprécier ce qui est beau et c'est quand même chouette quand même de regarder ça. Ouais. Enfin, les yeux sont là quoi, tu vois? Les yeux sont là quand même, ils sont pas faits, non mais au secours quoi. Bon et ma dernière question pour toi, Manuel, c'est une question qui, moi, me tient à cœur parce que tu sais que je suis une littéraire d'origine et du coup, je voulais te demander, est-ce qu'il y a un ou des livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont peut-être même transformé, qui ont fait, Ah ben oui, je vais t'en donner 2 parce que la personne que tu es devenue? oui, oui, bah, tu vas voir que ça corrobore, enfin, je sais pas si tu les as lus, mais bon, moi, c'est, Bartleby de Herman Miller. Ah! Herman Melville? De Herman Miller. Ah non. Melville, pardon, excuse-moi, Melville. Oui, c'est ça, c'est l'auteur de Moby Dick. Exactement. Bartleby le scribe, c'est ça. Ouais, je l'ai lu. Moi, je suis mais alors, il y a ce premier livre et tu vas voir que le deuxième, je ne sais pas si tu connais Krishnamurti, Non. qui est un philosophe indien et alors le livre que pareil, que j'ai lu un jour, comme ça, tu vois, j'étais en voyage, il était sur ma table de chevet, j'étais au Maroc d'ailleurs, je m'en rappelle très bien et c'est, Krishnamurti et c'est, Se libérer du connu. Se libérer du connu, d'accord, Se je connais libérer pas. alors il est pas très gros celui-là, il en a fait des un peu moins faciles et moins digestes que celui-ci, et qui, en fait il le dit, hein, dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que il dit: «Libérons-nous de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, Mmh. laissons le moment et les ressentis présents donner tout le sens sans obligatoirement poser des mots, puisque les mots enferment eux-mêmes». Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a, quelque chose de voilà et donc tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, quand tu utilises un mot et que tu dis cet objet, si on reprend cet objet est joli, tu l'enfermes dans quelque chose de joli. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est-à-dire que l'émotion est amenuisée, si tu veux, d'une certaine manière, parce que tu l'as catégorisé ton émotion, lui as donné juste un mot ou un sens, si tu veux, qui finalement peut-être est beaucoup plus large que ça. Et donc, ce qu'il dit, c'est que derrière tout ce qu'il écrit dans ce livre-là, c'est libérons-nous du connu, faisons en sorte, en fait, d'être au moment présent quelque chose qui ne nous est pas dicté ni par notre religion, ni par notre éducation, ni par notre connaissance, ni par rien. Et laissons prendre place, donnons place à tout moment et à tout instant et à toute personne, à tout objet, sans envahir, parce que c'est beaucoup plus grand que l'endroit où on va l'enfermer.
J'adore quand tu dis que c'est plus grand. J'aime bien cette manière de parler. Je trouve que c'est très parlant, justement. Donc il y a ça et sinon, Et Bartleby, le scribe, en fait, moi, de mémoire, c'est quelqu'un qui est assez taciturne. Il dit non à tout. Il est complètement. alors C'est pas non, ça? alors justement, c'est il y travaille dans un cabinet, dans une, c'est pas un cabinet notarial, c'est une étude notariale à New Ok, York. Et donc c'est le super bon employé qui fait toujours tout, qui est corvéable à merci, d'accord. qui dit jamais non, qui Ah. bosse tard le soir, qui dort à l'étude, enfin tu vois, genre tout le temps. Donc le vraiment idyllique quoi. En termes de rentabilité, on y est. Et, et un jour, ce monsieur dit I would not prefer not. C'est ça. Je me rappelais qu'il avait dit I non une will fois. not prefer. I would prefer not to. I would prefer not. Ouais, je me rappelle. Et là, c'est tout d'un coup, tout s'arrête dans l'étude. C'est-à-dire que déjà, le notaire de l'étude ne comprend pas, est désarçonné complètement par cette phrase qui en même temps est très élégante dans la manière de dire non, si tu veux, et qui ne dit pas non en vrai, qui dit juste moi, mon avis à moi, là où je suis, je préfère ne pas. Et qui va pas faire. Et qui va Mmh. laisser en suspens cette phrase qui va en fait déstabiliser absolument toute l'étude et lui va rester sur cette phrase. Et ce que je trouve beau dans ça, c'est qu'il y a un côté déconstruction qui amène à une reconstruction obligatoirement. C'est-à-dire que ça m'a fait, je me suis dit, ah mais donc, là, il a osé. Et donc, en fait, j'ai trouvé ça mais génial, tu vois, j'étais, je sais pas quel âge j'avais quand j'ai lu ce livre, et j'ai fait, putain, il a osé dire ça, quoi. Ah mais en gros, ça résonnait tellement, ah j'aimerais tellement dire ça, tu vois, j'aimerais tellement pouvoir le dire, en fait, Mmh. le plus possible et souvent quand je le pense, quand c'est à l'intérieur, mais je n'ose pas le dire, je n'ose pas faire, je n'ose pas être en réaction autant que je l'aimerais. Tu vois, c'est pour ça qu'on n'est pas aussi libre que ce qu'on voudrait. En tout cas, même si j'ai le sentiment de l'être, je ne le suis pas autant que ce que je voudrais. Et j'aime bien cette idée de déconstruire quelque chose qui a été construit, dans lequel on ne s'est pas posé de questions, qui nous a amenés là où on est, et tout d'un coup avoir un réflexe, et là une intuition extrêmement forte d'oser dire, mais en fait, juste, en fait, c'est pas du postulat, je ne préférerais pas. Mmh. Et là, tout d'un coup, quand tu pars de cet endroit-là, tu peux commencer à te dire: «Mais je ne préférerais pas, pourquoi?» Tu vois? C'est-à-dire que là, tu peux rentrer dans des questionnements que tu n'as pas osé te poser avant et qui peuvent t'amener à autre chose et peut-être à redémarrer d'ailleurs parce que il faut que tu trouves des réponses, tu vois? Mais voilà, pour moi, il y a de la déconstruction qui amène évidemment à quelque chose de la reconstruction après. Donc j'ai bien vraiment ça, c'est 2 livres assez forts pour moi, mais tu vois, ils se rejoignent à un endroit, ils se rejoignent pas mal quand même. Ils se rejoignent en toi, en tout cas. Bah, Noël, merci 1000 fois. Je vais évidemment, partager les notes de l'épisode et donc je mettrai les 2 liens vers les 2 livres. Je te remercie d'avoir, autant joué le jeu, d'avoir partagé autant de choses. C'était un vrai plaisir. Dis-moi, avant que je te quitte, si jamais certaines personnes qui nous écoutent ont envie de te trouver, alors je sais que tu es difficilement trouvable, et que tu fais tout pour, mais néanmoins, si jamais on veut te contacter, te trouver, parce que peut-être qu'on veut travailler avec toi ou simplement, bah, te dire qu'on a apprécié cet épisode, quel est le meilleur moyen de le faire? Alors, bon, déjà, j'ai un LinkedIn. Je serais Bon, ravie d'entendre, voilà, d'entendre des avis, quels qu'ils soient d'ailleurs, voilà, ça me permettrait de comprendre ce que j'aimais et à certaines personnes et ce que je renvoie. et ben, n'hésitez pas à contacter Manuel sur LinkedIn. Bon, en tout cas, merci 1000 fois et j'espère à très bientôt. Bah, ouais, c'est un plaisir Pauline, vraiment et bravo, hein.